Hassan Arab, bonjour Bonjour, et bienvenue sur le plateau de merci TV pour Horizon. l'invitation. Monsieur Hassan Arab, vous êtes journaliste, chercheur universitaire. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur l'imam Abdelkader, une figure de la résistance qui incarne la souveraineté nationale. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de commencer par ce fondement historique. La figure de l'émir va surgir dans un contexte marqué par le début de la colonisation, un contexte marqué par un chaos. Et c'était justement ce chaos qui l'a poussé à agir, répondant à l'appel de son père Mahiddin, parce que on doit rappeler que les tribus de l'Ouest avaient demandé au père de l'émir, qui avait à l'époque 24 ans, de prendre la direction de la résistance contre le colonialisme français. Étant malade et étant âgé, son père a préféré son fils l'émir Abdelkader. Et l'émir qui était perspicace et ayant une expérience, parce qu'il a voyagé là, il venait justement de revenir d'un long périple qui l'a conduit au lieu saint de l'islam, donc la Mecque, Médine, Bagdad, après la Syrie, et le retour c'est l'Égypte. L'Égypte, il va découvrir un réformateur de l'époque, Mohamed Ali, qui a mis en place une administration et un État au sens propre du terme. Il a été marqué par l'État, c'est-à-dire l'administration mise en place par Mohamed Ali. Donc, quand il vient, quand son père le sollicite et quand il est sollicité également par les principales tribus de l'Ouest d'abord, il voulait un plébiscite, c'est-à-dire une sorte d'élection. C'est pourquoi il faut comprendre l'allégeance et le mubaya'a, non pas dans le sens monarchique, mais dans le sens d'une élection. Les responsables de tribus à l'époque formaient en quelque sorte ce que les Américains appellent les grands électeurs. Donc il a été élu. Et ce qu'on n'a pas dit par rapport à la Moubaïa, donc il y a une première Moubaïa en novembre 1832 dans un espace dans la plaine du Ralis, donc sous cet arbre le frêne d'Aldala. Et là, l'émir, pour justement se montrer comme étant un homme, un responsable très très proche du peuple, va faire appel à un poète de la tradition populaire, Tahar Ben Hawa, pour lire le texte de la Moubaïa. Mais avant de lire le texte de la Moubaïa, Ben Hawa a composé un poème en l'honneur de l'émir. Et ce poème, il est composé de 12 vers. Oui. Un poème d'une extrême importance. Tout d'abord, il montre la personnalité de l'émir, c'est-à-dire un homme engagé, il le dit, et puis il montre également qu'il n'était pas un homme appartenant à une famille issue de la féodalité. Donc c'est pas un seigneur féodal, mais c'est quand un même shérif. Le considérer comme, c'est-à-dire il a servi de pont vers la souveraineté moderne. Il va justement, c'est l'acte, la Moubaïa, c'est le premier acte fondateur de la défense de la souveraineté nationale perdue. Donc c'est le premier acte. Mais après, toute son action va s'inscrire justement dans le recouvrement de la souveraineté nationale perdue le 5 juillet 1830 à Alger. D'accord? Et le détail, il est important, hein, Ben Hawa, parce que, pour revenir au poète Ben Hawa, donc, il va dire, Amen ou l'Yaqin. Donc, c'est ça il parle au nom du peuple. Oui. Donc, c'est pas une allégeance monarchique. Et puis, il va lire le texte de la Moubaïa, et l'émir va dire à la fin donc, de la lecture, il va dire, s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut prendre en charge la résistance, qu'il se présente, et je suis prêt à le suivre et à l'appuyer de toutes mes forces.
Faut vous dire un petit Donc, peu. vous parlez là de la Oui. résistance. En quoi la résistance de l'émir Oui. contre la colonisation française a-t-elle contribué quelque part à poser les jalons de cette doctrine intransigeante vis-à-vis de l'intégrité territoriale nationale? Euh, Tout d'abord, il a redéfini l'espace. Oui. Parce que les Français, quand ils ont occupé l'Algérie, ils ont essayé déjà, ils avaient un plan de partition, d'accord, par région. Et l'émir va mettre en place, la première des choses, c'est de mettre en place un découpage territorial qui correspond à la configuration actuelle de l'Algérie. Donc, il avait mis en place huit, euh, 8 zones de combat. C'est ce qu'il appelait, lui, les 8 khalifaliques. D'accord? Et ces 8 régions, on va les retrouver par la suite. Donc, les responsables de l'OS vont s'inspirer, vont mettre 6. Mais le principe, pratiquement, c'est le même. D'accord? C'est-à-dire, on va regrouper le centre, mais les autres régions, elles restent les mêmes. D'accord? Donc, c'est la même configuration. Les hommes du 1er novembre vont également reprendre exactement le même découpage. Donc, il a un territoire. D'abord, le territoire. Il fallait définir le territoire. Et puis, il a un drapeau. Et puis, il a mis en place un gouvernement, un premier ministre, le ministre de la Justice, ministre de l'Éducation, ministre de la Guerre. Et puis, il a commencé à frapper la monnaie, qui est également un symbole de la souveraineté nationale. Et puis, il nomme un ministre des Affaires étrangères. Pendant la période, les 15 années de la période de l'émir Abdelkader, l'Algérie, grâce à lui, a signé plusieurs traités, même avec les Anglais, pour vous dire un petit peu l'importance de cette administration et de l'action de l'émir. Et puis, il a mis en place un pouvoir à la fois central et régional. C'est-à-dire, il a donné une certaine... C'est pourquoi on parle de la modernité de l'État de l'émir. Il était en avance par rapport aux pays européens, parce que c'était le premier à commencer à décentraliser le pouvoir, à donner tous les pouvoirs à ses khalifas. Et des khalifas choisis parmi le peuple. Je vous donne juste un exemple. Le khalifa Bouhamidi, le khalifa donc de la région de Tlemcen, donc qui est issu du peuple, à tel point que les seigneurs féodaux, Ben Smaïl, à l'époque, qui a commencé déjà, qui a vu la menace que représentait l'action de l'émir, il est allé le voir. Et l'émir était en discussion avec son khalife Abou Hamidi et d'autres citoyens, et l'émir a demandé à Ben Smaïl d'attendre. C'est une anecdote rapportée par les historiens. Ben Smaïl, il dit, voilà, maintenant, ceux qui étaient des serviteurs chez moi passent en priorité pour voir l'émir. À partir d'aujourd'hui, je ne reviendrai plus vous voir. Donc, c'est une déclaration de guerre véritable, parce que il va prendre avec d'autres mercenaires, elle va prendre parti lors de la bataille de Sikak à Tlemcen. C'était l'une des premières batailles où l'émir était tenu en échec, grâce justement à la collaboration de ces seigneurs. Mais donc l'action de l'émir ne va pas gêner simplement les seigneurs féodaux, il va gêner également le sultan donc du Marzen à l'époque, parce que le Marzen reposait, tel qu'il est défini, sur le féodalisme, les mercenaires et la corruption. Donc ils ont vu cette action moderne, démocratique au sens propre du terme. Il ne faut pas avoir peur des mots, gêner donc le fonctionnement du Marzen. C'est pour cela le Marzen va s'allier donc à la France à travers le traité de Tanger, et il va déclarer l'émir hors la loi. Il va même mettre en place 36 000 soldats pour combattre l'émir, et l'histoire retiendra que la dernière bataille livrée par l'émir, il ne l'a pas livrée contre les Français, mais contre l'armée de Moulay Abdallah, pour des fins religieuses, parce qu'on leur a collé le concept de fanatique. Mais attention, les Algériens, c'est d'abord la terre. L'attachement à la terre, il est très très important. Donc à chaque fois
pendant la résistance de l'émir, pendant la résistance d'El Mokrani, des Acha et des Ouled Sidchir, le principal élément fédérateur donc des Algériens, de la paysannerie qui va mener cette résistance, c'est la terre. Et on va retrouver par la suite, même dans le discours, ou bien les discours, par exemple, de l'étoile nord-africaine, on retrouve l'unité territoriale de l'Algérie. Donc, et par la suite, le 1er novembre, dont la proclamation du 1er novembre, oui, ils ont retenu deux principes, des principes non négociables. L'intégrité territoriale et l'unité du peuple algérien. Donc, et à chaque fois, De Gaulle a essayé justement, puisqu'on parle des accords d'Évian, a essayé, il avait même préparé un plan de la partition de l'Algérie. Et il y a une date, puisqu'on est le 5 juillet, le 5 juillet 1961, vous savez que il y avait une grève en Algérie contre la partition. Contre la partition, on est le 5 juillet. C'est une grève qui a marqué les esprits. C'est une grève qui a été observée à l'appel du GPR, du gouvernement provisoire de la République algérienne, à l'époque, que les historiens n'ont pas beaucoup interrogé. C'était un moment important. C'était le peuple algérien et la presse, à l'époque, disait que les grandes villes n'ont pas réagi, etc. Oran, Alger. Mais attention, l'arrière-pays, qui connaissent le sens, le rapport des Algériens à la terre, avait observé la grève. C'était une réussite totale le 5 juillet 1961. Et puis, vous avez une deuxième grève lorsque De Gaulle, le 11 décembre 1960, il est venu en Algérie. Vous savez que dans sa valise, il avait un plan. Il avait même un gouvernement. C'est-à-dire, il voulait imposer un gouvernement fantoche pour qui allait servir les intérêts de la France. Un gouvernement avec un plan bien précis, parce que il avait un plan pour le Sahara. Lui, ce qu'il voulait, c'était de séparer le Sahara de... Il n'y a pas que le Sahara. Il y a aussi la récupération de la base navale de Marcel Kibir, qui illustre parfaitement cette jalousie. Mais par rapport au danger, Marcel Kibir n'était pas aussi important que l'intégrité territoriale, parce que Marcel Kibir faisait partie du territoire algérien. Mais la partition, il avait actionné plusieurs, pour vous dire que c'était un plan diabolique, il avait actionné plusieurs personnes qui n'ont pas marché. Donc, mais là, non, c'est-à-dire il y a cette volonté, on ressent cette volonté de corriger toute concession qui serait perçue comme une atteinte à l'indépendance totale du pays. Vous voyez, c'est-à-dire Marcel Kibir, quand on parle de Marcel Kibir, quand on parle du Sahara, il y a quand même cette volonté de corriger. Non, Marcel Kibir, de l'avis même de Reda Malek, c'était le dernier point qui a été abordé lors des accords d'Évian. Au début, il voulait une concession de 99 ans, pas 30 ans. Et après 50, après 15 ans, mais l'Algérie a pu le récupérer en 1968, donc pratiquement 6 ans après l'indépendance, on a récupéré cette base stratégique. Monsieur Arab, vous serez d'accord peut-être avec moi pour dire que la souveraineté territoriale est de moins en moins, on parle de moins en moins de souveraineté territoriale. Aujourd'hui, on parle plus de souveraineté multidimensionnelle. Donc l'Algérie, dans ce cadre-là, a étendu sa perception et sa conception de souveraineté à l'économie, à la souveraineté alimentaire, à la diplomatie, voire même au domaine culturel. La prouesse des hommes de novembre, c'était pas simplement l'indépendance, c'est-à-dire d'avoir arraché vaillamment l'indépendance nationale, mais c'est aussi d'incarner des valeurs. Donc, c'est les valeurs, et se résument tout d'abord au recouvrement de toutes
la souveraineté dans toutes ses dimensions. Oui. Maintenant, on peut l'appeler comme vous voulez. Mais d'ailleurs, dès les premières années de l'indépendance, l'Algérie n'a pas fonctionné comme certains pays. Par exemple, il fallait une souveraineté économique qui était traduite par le dinar. Donc, on a mis en place une monnaie très vite. Juste après l'indépendance, il fallait frapper notre monnaie. C'est comme ça qu'on a mis en place le dinar. Contrairement à beaucoup d'autres pays qui ont eu l'indépendance bien avant l'Algérie et qui se sont laissés berner par l'ancienne puissance coloniale qui leur a imposé une monnaie fantoche. Jusqu'à présent, d'ailleurs, pour certains pays africains. Voilà, donc, mais l'Algérie, qui défendait ses valeurs, donc qu'on retrouve dans la proclamation du 1er novembre, a commencé par étapes à récupérer toute sa souveraineté. Donc la souveraineté territoriale, politique, etc., elle est là. Après, c'était la souveraineté économique, c'était la souveraineté des mines. En 1968, le président Boumedienne a nationalisé les mines avant de porter un autre coup, donc au système colonial, c'est la nationalisation des hydrocarbures, la récupération des terres. Et puis, pour ne pas être sous l'emprise de la propagande colonialiste, néocolonialiste, il y a eu également un acte fondateur, c'est le recouvrement de la souveraineté sur les médias, c'est-à-dire sur la radio et la télévision algérienne, pour vous dire qu'il y avait un plan. D'accord, parce que les Algériens cherchaient une souveraineté au sens propre. C'est ça les valeurs de la révolution. Oui. C'est-à-dire la révolution algérienne reste l'une des révolutions les plus importantes du XXe siècle, après la révolution évidemment vietnamienne, et avait un autre événement, c'est la révolution russe de 1917. Mais la révolution algérienne, elle n'était pas idéologique. Elle était une révolution nationale au sens propre du terme. C'est pourquoi elle a plus elle a plus d'importance dans ce siècle, non seulement de par son impact, de par son aura sur l'Afrique et sur les pays colonisés à l'époque, mais aussi de par l'énorme sacrifice consenti par le peuple algérien. Donc, vous parlez d'énormes sacrifices consentis par les Algériens et leur impact sur l'Afrique d'une manière générale. Là, on arrive à la diplomatie algérienne. Elle est souvent décrite comme non alignée, mais très ferme lorsqu'il s'agit de défendre le droit à l'autodétermination des peuples, à l'indépendance, à la souveraineté nationale. Alors, ma question, Monsieur Arab, comment cette diplomatie s'enracine-t-elle dans justement l'histoire nationale? La diplomatie algérienne n'est pas née pendant la guerre de l'Algérie, elle est née avec les Mel Abdelkader. C'est-à-dire, on a oublié, c'est le Sharaf qui le rappelle, hein, donc l'un des militants les plus avertis et l'un des observateurs de l'évolution de l'épopée indépendantiste algérienne. Il vous dit, la diplomatie, l'action diplomatique algérienne trouve ses origines dans l'état de l'émir, c'est-à-dire dans cette période de l'émir, mais après, avec les Acha, le Mourani, etc., ils ont toujours tenté de donner une dimension internationale à leur combat. Donc après, elle sera prise en charge au sens propre du terme par un personnage qui a joué un rôle important au sein du mouvement national, c'est Lamine Debarine. Donc Lamine Debarine, déjà, après le congrès de 1947, il a été d'ailleurs désigné comme déjà responsable au sein du parti des relations extérieures. Il s'est rendu en Chine, il avait rencontré des militants maghrébins, des militants égyptiens, bien avant le déclenchement de la guerre de libération nationale, parce que c'est lui qui a compris qu'il fallait donner une dimension internationale à la lutte du peuple algérien pour l'indépendance. Et là, la leçon a été a été prise en considération dès le déclenchement de la guerre de libération. On retrouve cette nécessité d'internationaliser la question dans la proclamation du 1er novembre. Et puis, il y avait la double action. Il y avait
l'action armée, Oui. l'action politique, plus évidemment l'action politique et l'action diplomatique tout au long des 8 années de guerre de libération. Reste dans la mémoire nationale, Monsieur Arabe, les différents dirigeants algériens, je dirais depuis le GPRA jusqu'au président de la République Abdelmadjid Tebboune, invoquent systématiquement cette fidélité aux martyrs de la guerre de libération. Cette référence permanente, comment expliquez-vous cette référence permanente aux martyrs à la guerre de libération? Je pense que et comment influence-t-elle le choix politique? Je pense qu'Abdelmadjid Tebboune, c'est le seul président qui a donné toute son importance à la mémoire et la fidélité au serment des Chouhada, donc d'une manière générale, et au serment de novembre en particulier, parce que novembre, c'est un moment fondateur de notre histoire. Et ça incarne non seulement des valeurs pour les Algériens, mais pour tous les peuples opprimés. C'est pourquoi ça reste une référence, incontestablement. On ne peut pas aujourd'hui construire quelque chose si on ignore, si on remet en cause notre passé, notamment l'épopée, Oui. L'épopée portée par depuis Massinissa. D'ailleurs, il y a une jeunesse en 1947 déjà, après le massacre de Sétif, puisque même le président Abdelmadjid Tebboune a fait de cette journée du 8 mai 45 une journée de la mémoire. Et c'est un autre moment important dans notre histoire. Il y avait une jeunesse qui a compris ce message. Je pense à quelqu'un comme Kateb Yassine qui avait 17 ans en 1947, il fait une conférence à Paris, hein, c'est pas à Alger, pour dire l'indépendance de l'Algérie, l'Émir Abdelkader ou l'indépendance de l'Algérie. Et là, il dit une chose très très importante après cette conférence. Il dit toute l'action qui a été menée par les Algériens depuis Jugurtha, Takfarinas, l'Émir Abdelkader, les Acha, le Mokrani et les martyrs de Sétif sont menés à l'ombre de la patrie des morts. La patrie des morts, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le sens du sacrifice qu'ont les Algériens. Et quand on parle de sacrifice, pour parler un petit peu comme les philosophes, chaque sacrifice appelle un serment. C'est sur la base d'un serment qu'on se sacrifie. D'où Qassaman, l'hymne national. On finit avec la jeunesse, Monsieur Arabe, si vous permettez. Oui, j'ai terminé avec la jeunesse. Ben oui, justement. Donc, la jeunesse était... Comment perçoit-elle justement cette souveraineté? Elle est toujours une ligne rouge ou y a-t-il un décalage avec la mémoire officielle? Non, regardez ce que chantent les Algériens qui ont grandi parmi les figures emblématiques, Oui. les Ben Mhidi, les Bidouche Mourad, etc. Ils sont très très conscients et ils sont fiers d'appartenir à l'Algérie. Il faut écouter simplement. Hein. Oui. Certains disent que les jeunes ne s'intéressent pas à l'histoire, c'est faux. Hein. Il faut écouter les chants des jeunes dans les stades, c'est-à-dire quand ils chantent, et regarder la réaction de la jeunesse algérienne par rapport aux questions, à la question palestinienne, à la question sahraoui, et à toutes les questions donc d'ordre impérialiste. Et ben les Algériens, ils sont toujours du côté des opprimés. C'est inné, pratiquement inné. Donc c'est des réactions de dénonciation à chaque fois. Monsieur Hassan Arabe, un grand merci pour ce précieux éclairage. C'est moi. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.